Madame, Monsieur, bonsoir. Exceptionnellement, c'est moi ce soir pour le chéquier international. Et avant d'entamer cette émission, permettez-moi de vous souhaiter à tous un Eid al-Adha Mubarak. Nos pensées en cette journée hautement importante pour l'ensemble des musulmans du monde vont bien évidemment à Gaza. Gaza, justement, dans les pensées, le cœur de toute âme qui vit pour la justice sur la terre. La solidarité est une force et elle est le propre de l'humanité. C'est dans ce mantra de résilience que se sont inscrits les dockers de Marseille-Fos hier jeudi en refusant d'être le maillon ultime dans la machine de guerre sioniste. Avant de vous présenter mes invités, je vous propose d'abord ce sujet du 19h Info. Dans les luttes anti-impérialistes mondiales, les dockers jouent un rôle clé, souvent méconnu mais décisif. Leur position stratégique dans la chaîne logistique du commerce mondial leur confère un rapport de force unique, celui d'interrompre les flux qui alimentent les guerres et les occupations. L'exemple récent des dockers de la CGT du port de Marseille-Fos qui ont refusé de charger des pièces détachées pour fusils mitrailleurs à destination de l'entité sioniste, affirmant « Nous ne participerons pas à un génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ». Cette action s'inscrit dans une longue tradition de lutte ouvrière anticoloniale et internationale. Dès 1948, au moment de la Nakba, le syndicat des manutentionnaires américains ILWU, ancré dans une culture anticoloniale, exprimait déjà sa solidarité avec la Palestine occupée dans le sillage de son opposition à l'apartheid sud-africain et à l'impérialisme américain. Cette prise de position a évolué dans le temps, se traduisant dans les années 70-80 par des boycotts et des soutiens aux luttes palestiniennes et jusqu'au blocage ciblé des années 2010-2021. En effet, de 2010 à 2021, dans plusieurs ports stratégiques à travers le monde, à Auckland en 2010, 2014, 2021, à Marseille 2014, 2019, à Gênes 2021, à Durban 2021, des dockers ont refusé de charger ou décharger des navires sionistes, notamment ceux de la compagnie Zim. Ces blocages visaient à dénoncer l'utilisation d'infrastructures portuaires pour le transport d'armes ou de marchandises liées à l'occupation de la Palestine. Depuis de longues années, les syndicats portuaires font de leur lieu de travail un point de résistance ou de convergence des luttes ouvrières et des combats anti-impérialistes. Même la guerre froide n'a pas réussi à briser cet engagement. D'ailleurs, le cinéma s'en est très vite saisi, avec notamment Paul Carpita, avec le Rendez-vous des quais en 1955, censuré à sa sortie pour son soutien aux dockers de Marseille contre la guerre d'Indochine, ou encore il y a 15 ans dans Sur les quais en 1954. La convergence des syndicats portuaires illustre bien la puissance morale de la résilience face à l'injustice. Depuis de longues années maintenant, les dockers dressent leur refus, comment hissent le drapeau de la liberté, faisant de chaque cargaison stoppée une promesse d'unité. Gaza s'en souviendra. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Alexis Poulain, journaliste et analyste des questions politiques qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir, monsieur Alexis Poulain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Yefri Benzerga, analyste des questions internationales, qui me rejoint depuis Oran. Bonsoir Yefri Benzerga, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et Eid Mubarak. Merci. Je commence avec vous, Alexis Poulain, avant de revenir justement sur Gaza et sur ce geste incroyable, ce geste militant des dockers de Marseille qui, comme on le rappelle dans ce sujet, s'inscrit dans la droite ligne de la solidarité internationale, des dockers et de bon nombre d'ouvriers et de l'opinion publique internationale également. On va revenir sur une actualité de la politique intérieure en France. Actuellement, le ministre de l'Intérieur français est visé par une pétition ou des demandes de plus en plus pressantes de quitter son poste par la classe politique française. Pourquoi est-ce que justement aujourd'hui on demande au Premier ministre au Premier ministre français de quitter son poste ? Alors, on demande au Premier ministre François Bayrou ou au ministre de l'Intérieur? Ministre de l'Intérieur, pas au Premier ministre, excusez-moi, oui. Premier ministre de l'Intérieur. Parce qu'on demande aux deux, en fait, en France. Justement. On croirait presque qu'il y a comme un gouvernement, finalement, qui ne convient absolument plus aux Français, finalement.
Vous m'enlevez les mots de la bouche. En fait, effectivement, c'est un gouvernement qui a très peu de légitimité, qui est issu de la dissolution et qui est très brinque-ballant. Bruno Retailleau est un ministre de l'Intérieur qui est en train de faire campagne déjà pour se préparer pour 2027, hein, l'élection présidentielle de 2027, puisqu'il a gagné l'élection à la tête de la présidence de son parti, les Républicains, sur une campagne d'ailleurs qu'il a largement fait sur le dos de l'Algérie. Et puis Bruno Retailleau, c'est depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, 4 ou 5 fois, il a menacé de démissionner de ce gouvernement parce qu'il avait l'impression que la politique du gouvernement n'allait pas dans le sens de ses idées. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il soit honnête avec ses propres idées et donc qu'il démissionne et qu'il se consacre à la fois à son parti, les Républicains, et puis à sa potentielle candidature pour 2027, ce qui fait qu'il y a effectivement beaucoup de demandes dans la classe politique, y compris au sein de son camp, pour qu'il quitte ce poste de ministre de l'Intérieur, où d'ailleurs il est mis à mal, puisque vous avez sans doute vu malheureusement les images d'émeutes après la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de football. Et donc il y a beaucoup de thématiques qui poussent effectivement à demander la démission de Bruno Retailleau. Très bien, Ifri Benzerga, à votre avis, où est aujourd'hui le camp gaulliste et finalement, est-ce qu'il ne remplit pas son rôle? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il a laissé un vide et qui est au point de ne pas satisfaire des courants, surtout quand on sait qu'actuellement, sous le fond de génocide à Gaza et de la présence et du soutien populaire à Gaza en France aujourd'hui? Mais vous parlez du clan gaulliste. Le clan gaulliste a disparu avec Jacques Chirac. Bien entendu, tout ce qui est venu après Jacques Chirac, ça a été le démantèlement de cette France gaulienne qui respecte le droit international et qui est en avant-garde de ces questions de droit international et de souveraineté des peuples. Donc tout ce qui est venu après, et on le voit avec la présidence jupitérienne d'Emmanuel Macron, il a même cassé le clivage gauche-droite. Aujourd'hui, si on reprend ce qui se passe avec Bruno Retailleau, de nombreuses voix s'élèvent bien entendu pour réclamer la démission de Bruno Retailleau et ce à juste titre. Ce n'est pas une question de désaccord politique. Ce qui est en jeu, c'est la responsabilité, la dignité et je dirais même la sécurité diplomatique de la France, parce que Bruno Retailleau, depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, ne cesse d'attiser les tensions, de polariser, de désigner des boucs émissaires. Et récemment, on l'a vu, c'est l'Algérie qui est devenue sa cible privilégiée. Il utilise dans le moindre incident pour relancer une rhétorique agressive et à plus d'avoir, sans preuve solide, sans diplomatie, sans vision, il jette de l'huile sur le feu dans une relation franco-algérienne déjà fragile et historiquement chargée. Mais les questions à se poser, c'est pourquoi ce temps belliqueux soudain, pourquoi cette escalade calculée? La réponse, elle est politique, elle est même présidentielle, puisque Bruno Retailleau voit une fenêtre s'ouvrir avec la condamnation judiciaire probable de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires et sans éligibilité qui pourrait en découler. Retailleau tente clairement de capter l'héritage idéologique de l'extrême droite. Il se rêve en recours, tout simplement. Il veut devenir le visage fréquentable, technocrate, mais aussi dur de cette France qui stigmatise, qui divise et qui fracture aussi. Ce que nous vivons là, ce n'est pas une politique de sécurité, c'est une stratégie de tension au service d'une ambition personnelle et purement personnelle. Puisque Retailleau ne parle pas en ministre, il parle en futur candidat. Il est prêt à sacrifier la crédibilité, la stabilité des relations franco-algériennes, les liens humains entre les deux peuples, la sécurité même des Français d'origine algérienne pour se hisser comme le chef de file de cette droite radicalisée. Et les appels à sa démission sont de plus en plus nombreux et plus que légitimes. Ce ne sont pas des cris isolés, loin de là, ce sont des alertes démocratiques. Quand un ministre se sert de son poste pour préparer une campagne présidentielle fondée sur la division, il trahit tout simplement sa fonction. L'Algérie n'est pas un symbole électoral. C'est un pays souverain avec lequel la France a une histoire complexe, mais aussi riche et partagée. S'en prendre à elle pour marquer des points dans les sondages est non seulement irresponsable, mais aussi dangereux. Cela ravit des blessures, attise le communautarisme et met à mal de travail. Donc clairement, les gens qui appellent Bruno Retailleau à partir, ils ont raison parce qu'il est conservateur, parce qu'il est de droite extrême, mais parce qu'il instrumentalise un ministère régalien pour poser les bases d'une candidature fondée sur la peur.
le conflit et surtout la mise en scène des ennemis intérieurs et extérieurs. En fait, c'était du Zemmour bis, c'est un Zemmour bis au ministère de l'Intérieur. Très bien. Justement, on revient à une autre actualité qui a marqué l'actualité française ce week-end. Ça a été justement le refus des dockers de Marseille de charger des, des munitions en direction de la bande qui allait servir dans le cadre du génocide à Gaza. Je viens vers vous, Alexis Poulain. Est-ce qu'on peut justement revenir sur comment est-ce que finalement les ports, on l'a vu dans le sujet qu'on a présenté tout à l'heure, les ports, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France, il y a eu la solidarité dans ce même port à Marseille avec la guerre, la solidarité avec l'Indochine contre le colonialisme français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les ports finalement deviennent un lieu de convergence, de lutte stratégique pour les rapports de force, finalement, quand c'est un pôle contre les rapports de force de domination coloniale et même anti-impérialiste. Et Elia Kazan en parle très bien d'ailleurs dans ses films. Absolument, parce que il y a déjà les villes portuaires sont des villes assez cosmopolites, donc très ouvertes aux différentes cultures et au monde, et les dockers sont des bastions de lutte syndicale, ouvrière, où on a conscience de valeurs humanistes depuis longtemps et où il y a un engagement politique très fort. C'est le cas aussi des cheminots dans les chemins de fer, qui ont été des fers de lance de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et là, on voit la même chose avec les dockers de Marseille qui ont refusé d'embarquer ces pièces détachées qui servent les mitraillettes pour l'armée israélienne, pour ne pas ajouter d'être un maillon en fait de la politique de Netanyahou à Gaza, qui est maintenant sous le coup d'une enquête internationale pour génocide. Donc c'est extrêmement important. Et il faut souligner le travail de Disclose, un média indépendant français qui a sorti cette information, qui était le seul média finalement à avoir sorti cette information, et qui n'a pas été repris par beaucoup d'autres médias en réalité, alors que c'est un scandale assez large où on voit que le gouvernement français joue double jeu. D'un côté, il dit vouloir reconnaître un État palestinien, alors sous différentes cautions, et de l'autre côté, il continue de fournir en armes l'armée de Netanyahou. Donc, un vrai problème sur la position diplomatique de la France, encore une fois. Très bien, Ifeli Benzaga, à la lumière de ce que vient de nous dire Alexis Poulain justement sur ce double rôle du gouvernement français. Il y a d'un côté le président français qui affirme vouloir reconnaître un État palestinien souverain, mais de l'autre, il refuse de condamner l'entité sioniste pour génocide. Il refuse même de reconnaître l'appel de la CPI pour condamner pour crimes de guerre des dirigeants sionistes. Et aujourd'hui, le gouvernement ou le président français avait déjà annoncé l'arrêt des livraisons d'armes. Mais on se retrouve encore une fois face à les dockers de Marseille ont révélé que non, des armes se dirigent vers l'entité sioniste. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui ce double discours du président français et du gouvernement français? Ce double discours est devenu une norme, malheureusement, au niveau de la diplomatie française. C'est une fuite en avant diplomatique et c'est surtout aussi une perte totale de crédibilité. Il faut avoir le courage de dire les choses. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une riposte. C'est l'anéantissement d'un peuple sous nos yeux, avec la complicité active ou silencieuse de gouvernements occidentaux. Et dans ce contexte, les dockers, je les salue, les dockers de Marseille-Post, c'est pas seulement admirable, c'est crucial. Ces travailleurs et travailleuses ont dit non à l'envoi de matériel militaire vers Israël, non à la participation logistique au massacre. Ils ont refusé d'être la main sale d'une politique étrangère qui pactise avec la mort. Quand des palettes d'armement quittent le sol français pour renforcer une armée d'occupation, ce n'est pas une erreur administrative, c'est une complicité. Et cette complicité, elle engage des responsabilités politiques au sommet de l'État. On ne peut pas faire de beaux discours sur la paix tout en laissant partir des armes. On ne peut pas dénoncer des crimes de guerre tout en alimentant l'économie de ceux qui la commettent. Donc l'acte des dockers est un acte de résistance
contre un ordre mondial où les profits priment sur les vies humaines. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Occident est clairement en train de nous dire que les vies ne se valent pas. La vie d'un Ukrainien vaut plus cher que la vie d'un Palestinien. Malheureusement, c'est le message que nous envoie l'Occident, et notamment avec le veto américain au Conseil de sécurité. Il faut rappeler que la solidarité internationale, ce n'est pas un tweet, ce n'est pas un drapeau, c'est un refus clair, concret de collaborer avec l'insoutenable. Et donc, il faut exiger aujourd'hui un embargo militaire total contre Israël et des sanctions contre les entreprises qui livrent les composantes de guerre, et poursuivre une poursuite internationale pour les responsables du massacre du peuple palestinien. Et ce n'est pas un conflit lointain, hein. C'est un conflit en direct avec images et sang, et la France, en laissant faire, en se taisant, malheureusement, elle y participe indirectement. Je tiens quand même à saluer avec force l'initiative exemplaire des dockers CGT du port de Marseille. Ils ont refusé donc de charger ces cargaisons à destination d'Israël contenant du matériel militaire. Ce qu'ils disent en réalité, ces dockers, ils disent « nous ne voulons pas, nous ne serons pas les rouages d'un génocide ». Et ils ont raison, parce qu'aujourd'hui à Gaza comme en Cisjordanie, ce sont des civils, des femmes et surtout des enfants qui paient le prix d'une guerre menée avec une brutalité inouïe par l'armée d'occupation israélienne. L'ONU elle-même, elle en parle de ces violations graves du droit international. Et pourtant, la France continue d'autoriser des livraisons d'armes et des composantes à destination d'Israël, alors au même moment où elle dénonce les mêmes faits d'armement de la Russie, etc. Donc le geste des dockers nous rappelle une vérité fondamentale. Chacun à son échelle peut dire non à la guerre, non à la complicité et non à la banalisation de l'horreur. Et il faut mettre fin à cette hypocrisie. Et il est temps que la France cesse toute coopération militaire avec un État qui piétine le droit international, alors que la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est garant de l'application du droit international. Et donc il est temps aussi pour que la société civile, les syndicats, les artistes, les étudiants, les intellectuels se mobilisent pour une paix juste, fondée sur le droit à la dignité, et surtout, essayer d'humaniser ce conflit, parce qu'on est en train de le déshumaniser, ce conflit. Très bien. Alexis Poulain, je viens vers vous. Comme je le disais un instant, on a vu qu'à travers l'histoire, dès la Nakba, finalement, il y a eu cette mobilisation des dockers en faveur de la Palestine, aussi contre l'apartheid. À des années entre 2010 et 2021, leur résistance, elle a été cruciale. À un moment, on parlait presque plus de la cause palestinienne dans les médias mainstream. Il y a eu aussi la mobilisation en 2021. Dans quelle mesure, finalement, aujourd'hui, cette lutte syndicale et un chaînon important j'ai envie de dire, dans une sorte de déstabilisation géopolitique. Mais quel rôle finalement ils peuvent avoir quand on sait qu'aujourd'hui les syndicats portuaires, les ports sont contrôlés par des multinationales et des multinationales très très puissantes? Quelle est la marge de manœuvre? Des multinationales très puissantes. Mais ils ont quand même une large marge de manœuvre, on peut dire, du fait de l'engagement syndical, qui est aussi un engagement international. On le voit dans le cadre de cette mobilisation pour le peuple palestinien et pour Gaza. Donc il y a effectivement le fait d'agir directement, puisque si les dockers refusent de charger un bateau, eh bien tout s'arrête. Donc cette action, elle est plus que symbolique, elle est vraiment très importante. Il y a beaucoup d'actions en ce moment en France. Il y a le parquet aussi qui va engager des poursuites pour les appels au génocide qu'il y a pu avoir par des franco-israéliens. Il y a bien sûr la Gaza Flotilla, ce bateau en route pour Gaza avec une députée européenne, Rima Hassan, et Greta Thunberg, qui fait beaucoup parler de lui dans les médias. Et puis, il y a de plus en plus de prises de position de la part du monde politique en faveur. Mais Alexis, je me permets de vous arrêter. On a vu ce dont vous parlez est vrai. Il y a une mobilisation dans le cadre populaire. J'ai envie de dire les Nations Unies, des peuples ont tranché en faveur de la Palestine depuis la Nakba. De l'autre côté, on a vu avant-hier la main levée des États-Unis, les vetos des États-Unis qui a empêché qu'il y ait un veto. Est-ce que finalement, même dans le cadre des ports, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui, pardon, excusez-moi, pour les dockers de pouvoir imposer un rapport de force?
Ils peuvent imposer un rapport de force dans le sens où ils peuvent arrêter la machine à partir du moment où les exportations passent par les ports. Mais effectivement, quand on voit le soutien de l'administration Trump à Netanyahou, tant que les États-Unis refuseront de voir l'ampleur du génocide et du massacre, rien ne se passera malheureusement parce que les États-Unis ont encore beaucoup de pouvoir au niveau international et les dockers, même s'ils arrêtent de travailler, mais il y aura des ponts aériens, il y aura toujours une façon de soutenir ou d'envoyer des armes à l'armée israélienne. Donc il y a une limite à ça, évidemment. Mais néanmoins, on peut voir que si ce mouvement devait prendre de l'ampleur, ça mettrait évidemment à l'arrêt beaucoup d'exportations d'armes en direction d'Israël. Et donc là, ça poserait un problème, effectivement, pour Netanyahou. Très bien. Yefré Benzerga, est-ce que vous pensez que dans le contexte géopolitique actuel, les puissances post-coloniales ou les puissances néo-coloniales peuvent-elles tenter de casser ces syndicats portuaires ou même de les instrumentaliser à des fins géopolitiques ou pour continuer comme vient de l'expliquer finalement Alexis, pour continuer à fournir l'aide nécessaire à l'entité sioniste qui, rappelons-le encore une fois, commet un génocide à Gaza? Mais ils tentent de le faire. Ils ont déjà commencé à le faire. Je pense l'exemple de la France qui a. Je vous rappelle juste l'épisode des Gilets jaunes et l'épisode de la réforme des retraites où les syndicats ont totalement été cassés, marginalisés, où les gens se sont mobilisés contre un certain nombre de réformes et les tenants du pouvoir ont réussi à marginaliser ces voies syndicales. Donc ça a déjà été, ce travail de cassage de sape des syndicats a déjà commencé. Mais comme le disait votre invité à l'instant, ils ont, ces syndicats, le moyen de faire pression, puisque c'est eux qui sont aux manettes, j'allais dire physiquement, des machines. Et donc quand les machines sont à l'arrêt, elles sont à l'arrêt. Et donc ces syndicats ont la possibilité et les moyens d'exercer une forme de pression. Parce que vous savez, on le dit assez souvent par rapport à ce double discours occidental et notamment en français. Moi, ça me fait toujours rire quand on parle de régime, on parle de l'Algérie, on dit le régime algérien, etc. Mais il faut être lucide, il faut se poser des questions. Lequel des deux est un régime, puisque en France, depuis l'événement d'Emmanuel Macron et sa présidence jupitérienne, de cassage des syndicats, de formation de gouvernements qui ne sont même pas issus des urnes. Donc là aussi, il y a de bonnes questions démocratiques à se poser face à ce qui est en train de se passer actuellement. Donc la question, c'est une question aussi de politique intérieure, mais aussi de politique internationale. Donc la France ne peut pas s'affirmer, ne peut pas être du côté du droit international, puisqu'elle viole elle-même sur son propre territoire démocratiquement, j'allais dire, la base de ce qui est syndical. Très bien, merci. Merci Yefri Benzerga, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales et vous m'avez rejoint depuis Oran en Algérie. J'ai également eu le plaisir d'avoir été accompagné ce soir de Alexis Poulain, journaliste et analyste des questions politiques. Bon, merci Alexis. Merci. Aïd Moubarak, merci. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.